à tous, bienvenue pour ce nouveau bulletin d'idées pour l'histoire, le bulletin numéro 10. Nous poursuivons notre aventure, cette fois, donc maintenant définitivement de manière hebdomadaire. Donc comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement, et puis surtout des partages, des commentaires, parce qu'on m'a expliqué que ça aussi c'était très important. Plus il y avait de commentaires, plus on avait des chances de remonter dans l'algorithme au niveau de tout ce qui était présentation sur YouTube pour, vous savez, quand vous finissez une vidéo, vous avez des recommandations. Bon, bah, plus les vidéos donc sont vues, plus elles sont partagées, plus il y a de pouces bleus, plus il y a d'abonnés et de commentaires, et plus vous avez la chance que ces vidéos soient recommandées à des gens qui ne connaissent pas encore notre travail et notre chaîne. Voilà. Un très grand merci à tous donc pour votre fidélité. Un très grand merci aussi à tous ceux qui ont contribué financièrement depuis la semaine dernière. Je leur ai envoyé, comme c'était prévu, le PDF sur Hamburger Hill, la bataille emblématique de la guerre du Vietnam. Donc bien évidemment, comme je le disais la semaine dernière, quel que soit le niveau de votre contribution, vous aurez ce PDF, et quel que soit le niveau de votre contribution, je vous en remercie par avance, parce que c'est les petites rivières qui font les grands fleuves, comme dit l'adage, et donc on a besoin de tout le monde pour pouvoir faire avancer ce travail. Et puis, comme je vous l'ai dit, donc là, on a déjà assez d'argent pour pouvoir acheter du matériel pour faire des tournages en extérieur dans de bonnes conditions. Et donc, je vous ferai un petit essai, comme je l'ai déjà évoqué, en décembre prochain, à l'occasion du 79e anniversaire de la bataille de Bastogne, puisque je me rendrai sur place. Donc je vous ferai quelques petits directs pour faire quelques petits shorts, comme on dit, sur YouTube, pour que vous soyez un peu dans l'immersion de ces commémorations et de la façon dont elle se déploie entre les reconstituteurs, les musées, etc. Vous aurez un petit aperçu, les défilés de véhicules aussi. On essaiera de vous faire voir un peu tout ça grâce à ce matériel-là, et de manière presque en direct. On verra par rapport aux communications en ce qui concerne la 4G ou la 5G, parce que dans certains coins des Ardennes, c'est pas qu'ils n'ont pas la 5G en Belgique, mais c'est que dans certains coins c'est très encaissé, et on capte pas forcément suffisamment pour envoyer des directs de haute qualité en termes vidéo. Donc des fois je posterai peut-être, je l'espère, en direct, et puis sinon à mon retour vous aurez aussi un aperçu de tout ça. Voilà. Donc merci pour votre participation financière, votre fidélité. Et puis donc on continue, pardon, on continue l'aventure pour essayer d'aller encore plus loin, parce que si financièrement on peut faire donc ces achats pour faire des extérieurs, toute contribution qui vient désormais permettra de faire appel, je l'espère, à des infographistes pour faire de la cartographie, afin de vous présenter des émissions depuis mon domicile, mais où on pourra ajouter beaucoup de valeur visuelle en termes de cartographie, pour essayer d'aller vers les standards de certains collègues américains ou anglo-saxons en général, qui peuvent produire des émissions de très grande qualité, mais qui malheureusement pour un public francophone ne sont pas souvent accessibles. Voilà. Alors ensuite, comme d'habitude, le petit rappel habituel. Donc des travaux qui sont disponibles à l'achat, que ce soit en kiosque ou en librairie. Donc le ligne de front qui est maintenant en kiosque depuis un peu plus de 3 semaines, le dossier principal sur la Auftragtaktik, la guerre sino-japonaise que nous avons évoquée la semaine dernière, et vous verrez, il y a aussi donc un article sur la bataille de Narva, la première partie de la bataille de Narva à l'hiver 1944. Donc ça va, bon, c'est moins, on est moins dans l'analyse doctrinale, mais c'est intéressant quand même par rapport au déroulé de la guerre à l'Est à ce moment-là, en 1944. Voilà, donc toujours en kiosque et pour un petit moment. Ensuite, excusez-moi, comme l'automne n'est pas très clément,
Ma voix et mon nez sont, et je pense pour longtemps si ça dure, un peu handicapés. Alors, donc ensuite, voilà, toujours comme d'habitude, le troisième Panzerkorps, hein, disponible chez Caractère, disponible donc sur toutes les grandes plateformes, Amazon, la Fnac, etc. Et puis, bien évidemment, chez votre libraire, hein, vous donnez les références et on peut l'obtenir aussi par ce biais-là si vous voulez passer par un libraire traditionnel, ce qui est une très bonne chose en soi, il faut le préciser. Voilà, ensuite, alors je précise, hein, le livre que je vais vous présenter, c'est vraiment pour vous dire qu'il existe. Je vous en parlerai un petit peu plus, je pense, la semaine prochaine, le temps de le lire, mais je l'ai reçu hier. Donc voilà, c'est un livre sur le grand réveil mongol. Hein. Donc c'est écrit par Yaroslav Lebedinsky, qui est un enseignant spécialisé dans l'histoire notamment de l'Ukraine. Et donc c'est mon premier éditeur, hein, les Médites, hein, ceux qui me suivent depuis un moment ou ceux qui me suivent sur la chaîne là depuis quelques semaines ont pu voir dans les liens qu'il y avait 3 ouvrages signés de ma main chez cet éditeur et donc il m'a gentiment transmis celui-ci. Donc je l'ai reçu hier, hein, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Je sais que c'est un auteur qui fait du travail de qualité. C'est un sujet qui est encore une fois très intéressant parce que ça va dans le même sens de ce qu'on disait la semaine dernière sur la guerre sino-japonaise. C'est-à-dire que ça nous fait comprendre l'Orient, ça nous fait comprendre les problématiques des pays très importants aujourd'hui comme la Chine, hein, bien évidemment. La Mongolie, c'est une zone de friction entre l'Empire russe, la Chine depuis très longtemps. Et donc c'est très intéressant à mon avis de se pencher sur la façon dont tous ces événements des années juste après la Grande Guerre. Hein, bon, même si là ça a commencé un petit peu avant, à partir du moment où en Chine on a eu l'avènement de la République chinoise, et donc le délitement d'une partie du pouvoir, parce qu'il y a eu des factions qui se sont opposées. C'est à mon avis très intéressant de voir comment les Mongols ont pris de nouveau leur autonomie à ce moment-là. Voilà, donc je vais essayer de le lire d'ici la semaine prochaine et puis on fera une présentation un peu plus importante. Mais bon, si vous êtes passionné par ce sujet-là, vous n'hésitez pas, vous pouvez tout de suite vous le procurer. Je mettrai bien sûr le lien dans la vidéo. Voilà. Avant de commencer, puisque bon, ceux qui me suivent savent aussi à quel point je suis un inconditionnel de la 101e Airborne. Hein. Je voulais faire un petit hommage vestimentaire à la mémoire de Bob Izumi, qui était un des derniers vétérans de la 101e, du 106e, du fameux 506e, pardon, pas 106e, 506e régiment parachutiste, hein, celui dans lequel se trouvait la Easy Company que tout le monde connaît grâce à Band of Brothers. Et donc Bob Izumi nous a quittés cette semaine à l'âge de 99 ans. Hein. Il a eu une vie bien évidemment très très belle et très bien remplie. Hein. Il a été tout au long de sa carrière dans l'US Army, hein, de 1944 au début du 21e siècle en 2004, si ma mémoire est bonne, donc une très très longue carrière au service de son pays. Et voilà, il nous a quittés à quelques semaines de l'anniversaire de la bataille de Bastogne, auquel il avait l'habitude, comme Vince Speranza, lui aussi vétéran de la 101e, il avait l'habitude de se rendre assez régulièrement malgré son grand âge. Voilà, donc un salut, une pensée, une prière pour ce vétéran de la 101e qui a terminé son long voyage au milieu des hommes. Voilà, alors aujourd'hui, on va parler de deux choses pour répondre notamment à certaines de vos questions. Alors la première, concernant, quelqu'un m'a demandé dans les commentaires si je pouvais expliquer ma méthode de travail. Alors ma méthode de travail, elle est la même que ce soit pour écrire un papier ou que ce soit pour écrire un livre. J'ai des sujets qui m'intéressent, hein, toujours en liaison plus ou moins bien évidemment avec la problématique de l'art opératif. Hein, c'est quelque chose qui reste derrière en filigrane de mes travaux. Et donc en fonction des sujets sur lesquels je me dis tiens il faudrait peut-être travailler, il faudrait peut-être soit donc faire un article, soit faire un livre.
Je sollicite bien évidemment mon éditeur, parce que c'est que par le biais de ou de mes éditeurs, parce que c'est vrai que je peux encore proposer à l'Emedit, ou pourquoi pas même à Economica, des ouvrages, même si Economica, semble-t-il, ralentit beaucoup ses productions en histoire militaire, et donc m'entendre avec l'éditeur sur la faisabilité de tel ou tel projet, parce que bien évidemment, c'est ça le nerf de la guerre, c'est de savoir si vous allez être publié. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je vous ai sollicité pour donner un coup de main financièrement, parce que, comme je vous l'ai dit, pour vos soutiens financiers, vous recevez, donc ça va être trimestriel pour commencer, un PDF gratuitement, entre guillemets, puisque que vous mettiez 1 euro ou, je sais pas, d'un seul coup 1000 € sur, sur l'avenir de cette chaîne, vous aurez ce PDF qui rassemble des travaux qui n'ont pas pu être publiés parce que au niveau de la presse ou parce qu'au niveau d'une maison d'édition, ça n'est pas porteur, parce que l'éditeur, lui, doit vivre, hein, il ne peut pas se lancer dans la publication aujourd'hui. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'histoire militaire en France est une niche qui, n'est pas, est un peu, on va dire, figée au niveau du nombre de lecteurs potentiels. C'est pas quelque chose qui grandit de manière exponentielle d'année en année. Elle est en plus attaquée parce qu'il y a pas mal de titres ces dernières années qui ont disparu, hein, ceux qui suivent ce domaine de l'histoire militaire à travers les magazines en kiosque se sont rendus compte qu'on avait plein de magazines qui avaient disparu parce que des maisons ont été obligées de fermer et qu'aujourd'hui il en reste plus beaucoup. Un Caractère est le leader avec 5 revues originales qui traitent globalement de toute la période contemporaine, mais même par rapport à ça, on est obligé d'avoir entre guillemets une clientèle pour les articles ou les livres qu'on va proposer. Et puis ensuite, vous avez encore un autre problème qui est, notamment pour les éditions Caractère, qui, comme vous l'avez constaté, euh, essaye d'avoir une iconographie très riche, c'est que vous avez des sujets où c'est très compliqué d'en avoir. Et c'est très compliqué d'en avoir de manière égale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une ligne éditoriale qui est fondée sur une iconographie de qualité variée et abondante, et puis d'un seul coup sortir des livres où c'est beaucoup moins le cas. Vous êtes obligé d'avoir une approche homogène. Donc, alors chez Caractère, on a essayé de modifier un peu tout ça en abordant les choses non plus avec des livres comme celui sur le troisième Panzerkorps qu'on qualifie de beaux livres. Hein, on a publié, notamment, ça a été le cas avec mon Mariupol, ce qu'on appelle des livres noirs, où l'iconographie est limitée et où on s'attache plus au texte. Hein, mais c'est pareil, il faut quand même rester sur des thèmes qui vont avoir un certain attrait pour le public et qui vont se vendre. On ne peut pas, malheureusement, c'est le grand problème, c'est-à-dire qu'on est coincé entre cette obligation économique et puis le fait qu'à côté de ça, à l'inverse des États-Unis ou de la Grande-Bretagne ou des pays anglo-saxons en général, on n'a pas de recherche universitaire dans ce qu'on appelle dans le jargon les war studies qui permettent d'avoir accès à des publications universitaires gratuitement à travers ou alors à travers des revues mais qui coûtent beaucoup moins cher. Donc on est un peu embêté parce que on pourrait bien évidemment aborder, si on était payé par une université, donc à travers des fonds soit privés, soit des fonds d'État, comme c'est le cas en France, on pourrait publier sur tous les sujets sans se soucier de savoir si derrière il y a une rentabilité économique et on ferait œuvre véritablement scientifique. Le problème, c'est qu'en France, eh bien, les universités refusent quasiment systématiquement. Hein, moi, je l'ai vu, ne serait-ce que pour passer mon Master 2 et puis ensuite pour accéder au doctorat. Hein, moi, je suis potentiellement doctorant, mais le problème, c'est d'avoir des maîtres de recherche qui soient à la hauteur et qui comprennent ce dont vous parlez et qui soient à même de vous trouver des financements pour faire votre travail. Hein, parce que si le truc, c'est juste de dire, ah bon, bah, vous avez eu votre Master 2, on vous prend parce que vous êtes étudiant, parce que vous êtes ceci ou cela, que vous rentrez dans des catégories qui n'ont rien de scientifique, mais qui ont tout de socio-économique par rapport à des critères, je sais pas, de Pôle emploi ou de ce genre de choses, ça va nulle part. Hein. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire qu'on m'a dit, ah bah oui, vous avez eu votre Master 2 avec mention très bien, venez travailler chez nous, mais on vous finance pas.
moi, à l'âge que j'ai, je peux pas me permettre de ne pas être financé. Hein, je suis pas un étudiant avec mes parents qui peuvent m'aider, même si je sais que la situation des jeunes étudiants, pour en avoir croisé et pour avoir travaillé avec certains d'entre eux, est difficile. Moi, je suis chargé de famille. Si mon doctorat n'est pas financé, je peux pas le faire dans les conditions socio-économiques viables pour moi. Hein, voilà. Donc, on est coincé en tant que qu'historien militaire par rapport à ça. C'est-à-dire que il faut travailler sur des sujets intéressants, mais il faut aussi regarder l'aspect donc à la fois éventuellement iconographique et puis ensuite l'aspect économique. Alors là, avec Caractère, on essaye de faire beaucoup de choses, de se dire, voilà, on va essayer de voir ce que la partie évoquée la semaine dernière sur la guerre sino-japonaise peut nous permettre d'écrire comme article, hein, comme je disais l'autre jour, on a des articles à écrire sur la partie bien évidemment aérienne, on a d'autres choses à écrire sur la partie terrestre, donc on va essayer de voir avec Yanis Kadari et les autres camarades de la rédaction, enfin des rédactions, comment ce sujet peut être amené sur le terrain du grand public à travers nos publications, parce qu'on estime que c'est important et on espère que le public sera au rendez-vous de ce qu'on lui propose. Hein, c'est toujours ça la clé. Donc après, une fois qu'on s'est entendu sur le sujet sur lequel on veut travailler, ben bien évidemment, il faut aller chercher dans les archives, il faut aller rechercher dans les notices bibliographiques les ouvrages existants pour voir, comme on dit dans le milieu universitaire, quel est l'état de l'art sur une question, de telle sorte à pas passer à côté de quelque chose qui aurait déjà été dit, non pas parce qu'il ne faut pas l'évoquer, mais parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions qui soient sans rapport avec les conclusions qui ont été faites par les confrères avant nous. Hein, à moins qu'on découvre un sujet. Alors, c'est plus vraiment forcément de l'histoire, c'est ce que certains qualifient d'histoire immédiate, et c'est ce que j'ai fait avec Mariupol. Et donc là, on va être que sur des sources brutes, hein, c'est-à-dire tous les communiqués de presse, oui, tous les articles qui ont été écrits à l'époque de la bataille. On va les éplucher, on va faire éventuellement des travaux de traduction parce que moi je suis pas russophone, mais j'ai des gens autour de moi qui m'aident à pouvoir faire de la traduction correcte là-dessus. Pareil, bon, mes notions en allemand sont assez limitées, mais par rapport à ce qui est écrit sur les rapports de la Wehrmacht, on va dire que ça va avec l'aide de la vérification de tiers. Hein, mais voilà, et puis après vous avez bien évidemment des tonnes de sources en anglais, vous avez beaucoup de sources allemandes qui ont aussi été pour partie traduites en anglais, donc ça aide aussi à pouvoir accéder plus facilement. Et donc, en fonction de ce que vous allez faire, hein, moi je vois pour le 3e Panzerkorps, il y avait beaucoup de sources en allemand, il y a dû y avoir donc un gros travail d'épluchage de ces ressources, enfin de ces sources, ensuite de traduction et de vérification des traductions, pour qu'ensuite je puisse attaquer l'écriture du texte. Sur par exemple là sur la guerre sino-japonaise, vu qu'on est sur un article, le travail qui est fait est un travail qui est uniquement sur la base de ce qu'on appelle des sources secondaires, hein, des sources imprimées, des livres qui ont été écrits sur la question, parce qu'on va faire qu'un article, on va pas écrire un livre, un article en plus de vulgarisation qui est grand public, donc on va essayer de voir à travers, je sais plus, là j'ai consulté je crois 4-5 livres, dont certains sont avec des chapitres très intéressants parce que thématiques, pour essayer de refaire sortir les grands problèmes que cette guerre a pu poser sur le plan, bien évidemment, de l'art de la guerre, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et donc, voilà, on arrive en fonction de chaque sujet. Il y a des sujets, des fois, on se dit, tiens, on va travailler dessus, on veut, effectivement, on voit que pour Caractère, ça pourrait faire un bon article ou ce genre de choses. Et on se retrouve dans une autre problématique, c'est qu'au bout de ce process, on se rend compte qu'on n'a pas assez de matière. Ça arrive. Hein, on n'a pas assez de matière pour faire quelque chose. Des fois, cette matière, elle peut aussi devenir accessible d'un coup. Hein. Là, on vient de découvrir, j'ai découvert ça personnellement cet été, un site où toutes les archives soviétiques disponibles, un site internet, sont accessibles, avec les rapports des commandants de corps d'armée, des divisions, etc. Maintenant, là, parce que là, c'est un travail
de traduction qui est bien plus important que ce qui a pu être fait par rapport à Mariupol, hein, parce que les communiqués russes autour de Mariupol sur Telegram restaient des textes très limités en termes de taille, donc c'était assez facile de les faire traduire et surtout de faire vérifier les traductions par des russophones. Là, on est sur des rapports qui font plusieurs pages, exactement comme ceux de la Wehrmacht ou de l'US Army ou de l'armée britannique. Et donc, il faut un travail beaucoup plus long de traduction. Donc là, avec Anis Kadari, il va falloir qu'on voit si on a des gens autour de nous qui peuvent nous aider, parce que ce serait dommage de passer à côté d'une telle source qui est désormais disponible gratuitement et facile d'accès grâce à Internet. Voilà. Donc c'est comme ça. Puis alors, donc une fois qu'on a tout ça, de lecture, traduction, et moi je fais beaucoup de prises de notes hein, pour faire un pré-résumé, une pré-synthèse avant de passer à l'écriture directement. C'est souvent comme ça que je travaille. Parce que c'est une méthode que j'ai depuis toujours au niveau universitaire quand je faisais mes études dans les années 90, mes études de littérature et civilisation anglaise. C'est comme ça qu'on m'a appris à travailler. Donc pour tout type de production, je fais un travail de prise de notes sur les sources, que ce soit les sources d'archives ou les bibliographies, avant de passer à l'écriture. C'est mon mode de fonctionnement. Voilà. Après, c'est pas, enfin, chacun fait comme il veut. Hein, l'essentiel, c'est que ce qui soit au bout soit scientifiquement sûr. Et qu'on soit capable d'avoir les références qui servent à l'argumentation que vous avez dans votre propos. Voilà. Donc ça, c'était la première question à laquelle je voulais répondre par rapport à un commentaire qui avait été posé sur la dernière vidéo. Et donc, c'est pareil, hein, c'est aussi comme ça que je vais travailler par rapport aux vidéos l'année prochaine, en fonction du champ de bataille que je peux visiter, ne serait-ce qu'avec les problèmes météo. Là, vous voyez, il y a beaucoup de lumière autour de moi parce que je commence l'enregistrement, mais le jour n'est pas encore suffisamment levé pour ne pas avoir la lumière artificielle. Donc pour aller sur le terrain, il faudra que je vois par rapport à la météo, parce que filmer sous la pluie, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, surtout quand on fait ça avec des moyens certes importants, mais pas des moyens professionnels comme ceux que j'ai pu avoir en face de moi avec RMC Découverte. Donc voilà, il faudra choisir le champ de bataille, l'intérêt pour le public, la façon dont on pourra l'illustrer ensuite avec des images autant bien sûr sur place, ça c'est ce qu'on va filmer, mais surtout des images d'archives pour faire des avant-après, pour montrer un peu comment le terrain peut encore nous parler ou pas, hein, parce que ça aussi c'est intéressant. Donc voilà ma méthodologie de travail. Et donc voilà le premier sujet sur lequel je voulais m'arrêter un petit peu avec vous. Ensuite, comme la semaine dernière je l'ai expliqué, donc je suis intervenu à la fin de la vidéo sur la bataille de Gaza, pourrait-on dire, peut-être que c'est comme ça qu'elle entrera dans l'histoire. Donc j'ai bien regardé depuis une semaine tout ce qui se passe et tout ce qui s'y est passé, hein, puisque par rapport aux informations qu'on nous donne, il est toujours important de savoir ce qu'on nous a pas tout de suite expliqué, ce qu'on n'a pas tout de suite pu ou voulu bien évidemment nous expliquer. Et donc je voulais y revenir parce que comme je vous l'ai annoncé, donc on sort un hors-série spécial guerre urbaine à la fin du mois, là le 24 novembre. Hein, j'en ai vu les épreuves en début de semaine, c'est parti chez l'imprimeur. Et donc voilà, la bataille de Gaza City, je ne sais pas comment il faudra, ou de la ville de Gaza, ou de la bande de Gaza, va donc entrer elle aussi dans l'histoire de la guerre urbaine à travers ce qui s'y passe. Et comme je le disais la semaine dernière, la façon dont l'armée israélienne est en train de gérer cette bataille, euh, comme l'a dit d'ailleurs, je crois, Régis Le Sommier cette semaine, dans l'intervalle, ou d'autres observateurs à la télévision, c'est la répétition, hein, je vous l'ai dit, de la bataille de Mossoul, de la bataille, certains parlaient de la bataille même de Fallujah en Irak, au moment où les Américains sont intervenus pour envahir le pays en 2003. C'est bien évidemment comme à Mariupol, comme à Bakhmut, etc. Hein, il
il y a une impossibilité dans la guerre urbaine qui est au-delà des camps qui s'y affrontent, mais il y a une impossibilité, sauf comme je le disais la fois dernière, de vider la ville des civils. Alors ça n'est jamais pour le moment arrivé, hein. On a vu à Mariupol des corridors humanitaires permettre l'évacuation d'une bonne partie des civils. On a vu dans d'autres situations, même comme à Mossoul, qui ressemble un peu en termes de problématiques à Gaza, parce qu'il y a une imbrication entre les civils et les terroristes du Hamas, comme il y avait une imbrication à Mossoul entre les civils et les membres de Daesh. Donc on avait laissé des couloirs humanitaires à Mossoul, mais avec des barrages filtrants terribles, pour savoir puisque les soldats de Daesh, enfin les membres de Daesh, je ne sais pas si on peut les qualifier de soldats, mais en tout cas les membres de Daesh pouvaient bien évidemment profiter en se planquant encore une fois derrière les civils pour évacuer la ville en profitant de ces corridors, hein. Donc c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc là aujourd'hui c'est pareil, c'est-à-dire que le Tsahal a dit aux Gazaouis vous pouvez partir. Alors on sait que bien sûr le Hamas utilise la population comme un bouclier, c'est entre guillemets. Alors c'est triste hein, parce que cette formule idiomatique c'est de dire c'est de bonne guerre. Non, c'est pas de bonne guerre parce que bien évidemment les civils sont les premiers à trinquer. À Mossoul c'était pareil, la population qui est restée dans Mossoul a servi de bouclier humain pour Daesh. On le sait aujourd'hui, c'est documenté. D'ailleurs, dans le hors-série, j'ai fait un chapitre sur Mossoul, c'est clairement établi. Ensuite, à Mossoul, les Américains, alors eux, ils ont été intelligents pour leurs intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce qu'on reconquiert la ville, mais ils ont envoyé au sol les troupes irakiennes, les troupes kurdes, et très peu de soldats américains. Il y avait quelques membres des forces spéciales qui pouvaient être en première ligne, mais les gros bataillons qui ont servi à nettoyer et à reconquérir Mossoul étaient des bataillons autochtones. Alors ça, c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on va dire ah bah oui, mais c'était pour que le gouvernement irakien retrouve sa légitimité, oui, sauf que de l'autre côté, en termes de pertes, ça évitait aux boys d'être en première ligne et que ça pose des problèmes en termes de politique interne aux États-Unis. Donc c'est avec le sang des autres que les Américains, encore une fois, ont servi leurs intérêts. Bon, et en plus, en termes de destruction, aujourd'hui, hein, les chiffres que j'ai pu consulter pour écrire mon chapitre sur Mossoul nous montrent que la ville a été détruite à 70%, qu'il y a des patrimoines entiers qui étaient classés, enfin des pans entiers du patrimoine de la ville qui étaient classés par l'UNESCO comme patrimoine mondial, notamment certaines mosquées, elles ont été détruites, hein. Alors certaines ont été dynamitées par Daesh, hein, qu'on a fait des pièges, mais d'autres ont été détruites par les frappes. Et on sait aujourd'hui, parce qu'il y a un officier américain, Amos Fox, qui a écrit beaucoup de papiers très critiques sur l'approche du commandement américain, qui bien évidemment gérait la structure de commandement interalliée dans laquelle il y avait des Français, hein, on le sait, avec une batterie de César, certains de nos Rafales, etc. On nous a dit qu'il y avait de la frappe chirurgicale. Oui, oui, la frappe de précision par rapport aux bombes guidées dont disposent les arsenaux des armées américaines et des armées de l'OTAN. Mais ça ne veut pas dire qu'une fois au sol, ça ne frappait que des membres de Daesh. On le sait très bien. La population civile, malheureusement, puisqu'imbriquée de force ou de gré, parce qu'il y avait aussi des civils à Mossoul qui étaient favorables aux gens de Daesh, il ne faut pas se le cacher, il faut avoir une approche scientifique. La majorité, je pense, des habitants n'étaient pas favorables à Daesh, mais certains habitants y trouvaient leur compte, et donc sont restés dans la ville, et ont pris sur le coin du nez qui des bombes américaines, qui des obus de nos canons César, qui des bombes françaises balancées par nos rafales. Voilà, hein, et à l'époque, ce qui est très intéressant, parce que c'est là où je veux en venir, à l'époque, d'un point de vue télévisuel, d'un point de vue médiatique en général, et d'un point de vue moral, on n'entendait personne, mais vraiment personne, nous dire « Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce carnage, combien ça va encore faire de morts parmi la population civile, etc. » Personne en Occident ne s'émeuvait de ça.
Hein, et d'ailleurs, comme par hasard, au même moment, quasiment, quand les Russes, avec l'armée de Bachar el-Assad, étaient en train de réduire notamment Alep, de faire le siège d'Alep comme les Occidentaux faisaient le siège de Mossoul. Là, par contre, les Russes, eux, ils frappaient de manière indiscriminée, ils rasaient tout, etc. Ce qu'on sait, c'est que à Alep, les Russes ont fait un peu ce qu'ils feront donc plus tard là à Mariupol. Ils proposeront d'évacuer les civils qui peuvent être évacués. Ils proposeront même, on l'a vu à la fin de la bataille d'Alep, aux gens de Daesh d'être évacués eux aussi, hein, de rendre la ville mais d'être évacués. Les Russes ayant bien évidemment réalisé un investissement complet de l'agglomération pour que personne ne s'échappe, et que bah, effectivement, une fois que on a fait entre guillemets le tri entre ceux qui partent et ceux qui restent en subodorant de manière très sommaire que ceux qui restent, eh ben, c'est qui sont avec Daesh. Et ben, une fois qu'on en est arrivé à ce moment-là, à un moment donné, les militaires ils disent bah faut passer à l'attaque, hein, et donc les politiques disent ok bon bah passer à l'attaque. Voilà, et donc ça va être automatiquement un carnage plus ou moins important dans la population civile. C'est tout. Mais c'est malheureusement techniquement inévitable que vous portiez un uniforme russe, que vous portiez un uniforme américain, que vous portiez un uniforme, je sais pas moi, aujourd'hui israélien, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors moi je veux bien qu'on me dise que moralement c'est pas bien, mais moralement c'est pas bien, mais alors c'est pas bien pour toutes les armées qui sont concernées. Pas juste pour l'une ou pour l'autre, pas juste pour les Russes à Mossoul et aujourd'hui pour Tsahal à Gaza, et puis c'est moral quand c'est les Russes à Alep, pardon, et puis les Israéliens aujourd'hui à Gaza, et puis que c'est moral quand c'est l'armée américaine à Mossoul. Il y a quelque chose qui m'échappe. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé à Mossoul, on sait ce qui s'était passé à Fallujah quelques années plus tôt, hein, une dizaine d'années plus tôt. On sait que les Américains, ils ont frappé Fallujah hein, dans des proportions colossales. Et pareil, ils avaient envoyé des tracts à la population pour lui dire de s'en aller, hein, bien évidemment. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que les gens de la résistance irakienne qui tenaient la ville, c'était des gens du coin pour une majorité d'entre eux. Donc là, ils étaient en plus imbriqués souvent avec leur famille. Hein. Il y avait pas que ça, mais il y en avait quand même quelques-uns. Bon, l'armée américaine a dit aux civils sortez de la ville, on va tout casser. Ceux qui sont pas sortis, les Américains ont tout cassé. C'est tout. C'est comme ça. Alors moi, d'un point de vue technique militaire, voilà. Hein. Alors après, il y a des gens qui nous disent il faudrait, du coup, pour éviter ça, envoyer des hommes au sol pour faire le boulot à la place de l'artillerie et de l'aviation. Parfait, j'entends. Combien il y a de soldats israéliens qui sont prêts à être sacrifiés par le gouvernement de Benjamin Netanyahou pour reconquérir Gaza City? Je pense qu'il y en a quelques centaines qui sont, entre guillemets, sacrifiables d'un point de vue de l'opinion publique. Je pense que quand on voit les pertes qui continuent de s'accumuler aujourd'hui, hein, on nous parle d'une trentaine, peut-être maintenant d'une quarantaine de morts dans les rangs de Tsahal depuis que la bataille de Gaza a commencé, jusqu'où l'opinion publique israélienne, qui est très défavorable à Benjamin Netanyahou, ne l'oublions pas, qui a accepté un consensus d'union nationale là à cause de l'ignominie de ce qu'a fait le Hamas dans les kibbutzim le 7 octobre. Mais sans ce consensus, les gens n'ont pas perdu la mémoire globalement sur je ne vais pas dire la haine, mais l'opposition qu'ils ont vis-à-vis de Benjamin Netanyahou. Donc combien de soldats israéliens est-il prêt à sacrifier pour reprendre Gaza City? Hein, c'est une question qu'il faut poser. Parce que je pense qu'il y a un seuil au-delà duquel l'opinion publique israélienne va vraiment se retourner à nouveau contre lui. Donc la clé, elle est là. Alors bien évidemment, on me dira, oui, il y a peut-être des gens au sein de Tsahal qui sont des fous furieux et qui veulent tuer et raser Gaza. J'ai du mal à y croire. Je pense qu'il y a toujours des abrutis dans toutes les armées du monde qui peuvent avoir ces arrière-pensées, mais globalement, je pense que c'est pas comme ça que les soldats israéliens et l'état-major de Tsahal pensent les choses. Voilà. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que on utilise dans toutes les armées occidentales en matière de guerre urbaine, et j'inclus les Russes, le fait de bombarder
des positions ennemies avec de l'artillerie, avec de l'aviation, sans se soucier des dommages collatéraux à partir d'un certain moment dans la bataille, parce qu'on n'a pas envie de sacrifier la vie de nos soldats. Parce que aujourd'hui, dans la façon dont l'art de la guerre a évolué, et notamment avec la bascule qu'a été la guerre du Vietnam par rapport aux États-Unis, bah, la vie des soldats occidentaux, elle a été sanctifiée à un point hallucinant, où on a dit, ah ben non, non, il faut 0 mort. N'oubliez pas les discours de la guerre, la première guerre du Golfe, c'est les guerres 0 mort dans le camp occidental. Donc le pendant du 0 mort dans notre camp, entre guillemets, c'est malheureusement d'en infliger beaucoup trop à la marge des combattants adverses. C'est-à-dire que vous allez frapper les combattants adverses, puis malheureusement, bon, bah, il y aura aussi des civils dans le lot. C'est tout. Alors moi je suis d'accord, hein, et je précise que c'est le colonel Goya qui expliquait ça à plusieurs reprises il y a 15 jours, en disant bah, il faudrait que les soldats israéliens aillent les chercher, plutôt que de taper comme ça. Même le général Yakovlev a dit Israël a effectué 11 000 frappes. C'est clair qu'il a dit il n'y a pas 11 000 objectifs, mais bien sûr, mais bien évidemment. Et je suis très heureux de voir, même si je suis quand même un peu surpris, que ces gens-là qui ont eu un autre discours pendant la première partie de la guerre en Ukraine, aujourd'hui, bah, réalisent, bah oui. Mais sauf que, voilà, est-ce qu'il y a une armée occidentale aujourd'hui qui est prête à sacrifier, même si ce sont des soldats professionnels en ce qui nous concerne, autant d'hommes, et surtout, là, Tsahal, c'est pas une armée professionnelle, c'est une armée qui a un très haut niveau de qualification professionnelle, mais c'est une armée de conscrits, d'appelés. C'est-à-dire que les 300 000 réservistes qui ont été appelés, c'est des gens, ils ont moins de 40 ans pour la grande majorité d'entre eux. C'est les forces vives d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut imaginer que ces gens-là, on va les envoyer par vague humaine, comme les soldats de Wagner, on a voulu nous vendre ça pour Bakhmut, on sait bien que c'est pas ça. Mais je veux dire, est-ce que vous pensez que l'armée israélienne va sacrifier ces soldats-là comme l'armée russe a engagé Wagner à Bakhmut? Mais c'est bien sûr impossible, parce que sinon l'opinion publique se retourne. C'est tout. Alors après, bien évidemment, ça veut dire que Israël est en train, comme le soulignent certains, bah, de perdre un peu pied par rapport à ce qu'elle représente, à ce qu'il représente, pardon. C'est-à-dire que bah, les gens vont dire ah bah oui, mais Israël c'est l'Occident, et l'Occident c'est pas ça. Mais si ma bonne dame c'est ça, enfin je veux dire c'est pas, je suis pas favorable à cette méthode, entendons-nous bien. Je dis qu'il y en a pas d'autres. Je dis qu'il y en a pas d'autres. Si et on peut comprendre un pays qui vient d'être attaqué comme ça, qui vient de voir les massacres auxquels il a assisté. Est-ce que vous pensez en plus que la population civile elle va accepter que les enfants qu'elle accepte de mobiliser soient sacrifiés en masse? Ben non. Donc ils feront le choix de dire ben, on sacrifiera ceux d'en face. C'est complètement cynique, mais c'est complètement logique. Donc où on arrête de se voiler la face avec des principes moraux qui ont une valeur bien évidemment, mais qui dans le réel ne sont pas applicables, hein, ou alors ce qu'on fait, c'est que politiquement on essaye de changer la donne. Mais sur le plan militaire, sur le plan purement militaire, je ne vois malheureusement aucune porte de sortie. C'est ça qui est terrible. Alors maintenant, il y a un autre problème qui se pose et qui est bien plus important, parce que c'est l'aspect politique de cette guerre à Gaza. Hein. Je vous rappelle la petite phrase par rapport à l'art opératif. Hein, c'est le moyen d'employer les combats favorablement à la guerre. Quel est l'objectif d'Israël à Gaza? Parce que c'est ça que personne ne met en avant aujourd'hui. Et parce que la véritable condamnation morale, au lieu d'être dans la gestion, l'appréciation technique et pratique de la façon dont on mène la guerre, il faut d'abord comprendre quel est l'objectif. Et donc là, c'est là qu'il y a un gros problème. C'est-à-dire que le 7 octobre, déjà on a plein de témoignages qui nous disent qu'il y a eu un énorme problème de gestion de la prévention de l'attaque du Hamas. Déjà, qui nous interroge énormément sur comment
le gouvernement israélien dirigé par le monsieur sécurité qu'était en tout cas Benjamin Netanyahou jusqu'à cette date-là, qui s'en gargarisait, etc. Hein, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette sécurité d'un seul coup soit réduite en morceaux? Bon, alors on verra. Est-ce que c'est comme pendant la guerre du Kippour? Est-ce que c'est autre chose? On va voir. Maintenant, l'autre problème, c'est le Hamas commet des exactions, mais inimaginables, inimaginables, inimaginables. Hein? Contre qui? Ah, contre la population des kibbutzim. Comme le rappellent plein d'observateurs, ces gens-là, c'est des gens, globalement, qui sont membres de la gauche israélienne, qui sont favorables depuis toujours à la création d'un État palestinien, qui sont, pour la majorité d'entre eux, des gens qui manifestaient tous les week-ends dans Tel Aviv contre le gouvernement de Netanyahou et sa politique. C'est eux qui ont été tués. C'est eux qui ont été violés, assassinés dans des circonstances, égorgés, enfin bref, je vous la refais pas. Et on nous dit, le gouvernement israélien veut détruire le Hamas pour que plus jamais ça n'arrive, puisque l'objectif d'Israël, ne l'oublions jamais, c'est de créer un foyer protecteur pour tout juif sur terre qui se sentirait opprimé, hein, pour dire voilà, c'est fini. Alors, il y a effectivement une antériorité avant la Shoah. Il y avait des gens qui, au nom du nationalisme et du sionisme, dans les années fin 1890, qu'on dit, puisque c'est l'heure c'est l'heure et l'ère des nationalismes pour tous les peuples en Europe, nous aussi, on veut notre nation. Hein, alors à l'époque, c'était quand même aussi pour se protéger des problèmes et des pogroms qui avaient lieu dans l'est de l'Europe. Hein. Nous, en Europe occidentale, les populations juives étaient globalement intégrées en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. Hein. Mais dans l'espace est-européen, c'était beaucoup plus compliqué, donc on pouvait déjà commencer à dire il faudrait peut-être un endroit où les juifs puissent se sentir en sécurité, mais c'était pas le cœur du réacteur du sionisme. Ça l'est devenu à cause de la Shoah. C'est-à-dire que là, il fallait vraiment se dire, où peut-on se dire qu'un jour, les juifs ne seront plus les victimes de persécutions ou de projets aussi abominables que celui de la solution finale. Donc, on a l'État d'Israël qui a ce rôle, et le 7 octobre, ce rôle, pour la première fois, parce que même avec la guerre du Kippour, on n'était pas arrivé à ça, et avec les guerres suivantes d'ailleurs, jamais on n'avait imaginé que des Israéliens soient tués sur la terre d'Israël par des assaillants venus d'ailleurs. C'était pas possible. Donc on nous dit, suite à cette horreur, que Tsahal va régler son compte au Hamas pour plus que ça n'arrive. Jusque-là, on peut tout à fait le comprendre. Hein, on n'oublie pas, bien sûr, de rappeler que si le Hamas est toujours présent, si le Hamas a grandi à côté d'Israël dans la bande de Gaza, c'est l'œuvre, en partie, mais c'est l'œuvre quand même, de Benjamin Netanyahou et de ses amis politiques qui, maintenant c'est documenté, ont aidé à son financement, ont voulu qu'il existe, ont voulu qu'il prenne le pouvoir au détriment du Fatah. Tout le monde le sait maintenant, c'est clair, là on peut plus dire vous êtes complotiste, etc. Non, hein, le golem qu'est le Hamas, c'est en partie le golem de Bibi et de sa bande. Faut pas l'oublier. Bon, alors la responsabilité de la société israélienne, c'est de se débarrasser de ce truc-là aujourd'hui, de dire mais non, c'est pas possible, on peut pas garder ça à 5 km des premiers, même pas à 5 km, à des fois quelques centaines de mètres des premiers kibbutzim, et risquer d'être à nouveau attaqué par ces fous. On peut plus. Donc il faut régler le compte du Hamas. Alors là, le problème, c'est, comme je vous l'ai dit, on va utiliser une méthode, parce qu'on n'a pas envie à nouveau encore de sacrifier nos enfants de manière inconsidérée. On préférera, oui, c'est les enfants des autres, c'est comme ça, c'est terrible, mais c'est comme ça. Hein, moi, je sais pas, je suis père de famille, on me dirait c'est mes fils ou c'est les leurs, je suis désolé. Je veux pas du mal aux autres, mais si j'ai pas le choix, parce que, alors, on vous a dit de partir, on vous a dit de ceci, on vous a dit de cela, et ça marche pas, au bout d'un moment, il faut faire la guerre. Mais pourquoi on en est arrivé à faire la guerre à ce point-là? Est-ce que aujourd'hui on est sûr que l'objectif du gouvernement
je précise bien, du gouvernement de Benjamin Netanyahou, ce soit seulement d'éradiquer le Hamas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que ça n'est probablement pas le cas. Parce que Bibi vient d'annoncer que une fois les combats terminés, que une fois le Hamas neutralisé, Israël est prêt à rester pour assurer la sécurité dans la bande de Gaza pour une durée indéterminée. Alors, ce serait feu Yitzhak Rabin qui nous dirait ça. J'aurais probablement toute confiance dans sa parole sur le fait que c'est pour des questions de sécurité qu'il souhaiterait qu'après cette guerre, Israël reste à Gaza pour stabiliser avec comme objectif une passation de pouvoir de cette zone à l'autorité palestinienne, pour que l'autorité palestinienne reprenne les rênes de la bande de Gaza, avec un encadrement beaucoup plus strict de la part des Européens et des Occidentaux, de la façon dont l'autorité palestinienne utilise l'aide occidentale et européenne, qui est à plusieurs dizaines de millions d'euros par an, et dont on sait que par rapport à la corruption endémique qui règne au sein de l'autorité palestinienne, comme l'existait déjà à l'époque du Fatah, que cet argent va bien aller au bien-être des Gazaouis, pour que des hôpitaux soient reconstruits, pour que des écoles soient ouvertes, des universités, que Gaza devienne une espèce de Singapour de la région, hein, qu'on y aille en villégiature sur ces plages magnifiques, hein, et que l'argent des Européens, des touristes européens vienne aussi enrichir la région. Le problème, c'est que quand on connaît les arrière-pensées politico-religieuses des gens qui soutiennent Netanyahou par rapport à l'idée de messianique qu'il faut que le peuple juif occupe toute la terre d'Israël, tout le Eretz Israël, pour que le Messie revienne, là j'ai des doutes sur quand Netanyahou dit on va rester après la guerre pour assurer la sécurité, c'est ça qui m'interroge et c'est ça qui me soucie. Parce que c'est pas du tout le but affiché pour le moment. C'est pas le but, on nous dit il faut détruire le Hamas. Qui aujourd'hui pourrait dire ben non, faut pas. C'est comme avec Daesh, il fallait éradiquer Daesh. Et comme l'ont rappelé certaines personnes, quand il a fallu éradiquer le national-socialisme, des bombardements indiscriminés sur les populations civiles, y compris ouest-européennes, des populations occupées par le Troisième Reich, on sait tous, nous Français, Belges, et puis bien sûr les Allemands, ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, il y a de nombreux historiens qui nous disent, aujourd'hui, quand on analyse tout ça, ça relève quand même, notamment sur l'Allemagne, de crimes de guerre. Il y a certains bombardements, comme Dresde, la qualification de crime de guerre telle qu'elle est prévue par le droit international aujourd'hui, on a du mal à se dire qu'elle ne s'appliquerait pas. Mais à l'époque, il n'y a personne n'est venu lever le petit doigt, parce que vu ce que les Allemands venaient de faire à travers toute l'Europe, oui, c'est terrible, vu le nombre de civils allemands qui ont été tués dans le bombardement de Dresde. Personne va dire « Oh, c'est bien fait ». Non, mais malheureusement, à l'époque, moralement, tout le monde s'en fichait. Alors ça ne veut pas dire que la responsabilité des gens qui ont donné l'ordre de ce bombardement n'est pas engagée, ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas fallu les qualifier de crimes de guerre à l'époque, mais à ce moment-là, ou même depuis, aujourd'hui les historiens peuvent le dire, bon en plus il y a prescription, puis tous les gens responsables sont morts, mais on peut dire en tant qu'historien que ça relève du crime de guerre, d'accord. Simplement, à l'époque, personne n'allait s'en émouvoir. Alors je dis pas qu'il ne faut pas s'émouvoir sur ce qui se passe à Gaza, parce que ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que s'il y a autant de bombardements indiscriminés, comme le rappelait le général Yakovlev, avec donc 11 000 frappes, il y aurait 11 000 objectifs militaires dans Gaza, même en répétant des frappes sur les mêmes, ça paraît complètement hors de proportion. Mais donc, si l'objectif qui a été donné à Tsahal, c'est pas seulement d'éradiquer le Hamas, mais de chasser la population civile gazaoui de la bande de Gaza, là c'est autre chose. Et là on comprend pourquoi ça prend une telle disproportion de moyens. C'est pas simplement pour sauver la vie des éventuels soldats israéliens en écrasant tout,
ce serait donc aussi pour provoquer l'exode massif de la population civile. Et là c'est très grave, parce que d'une part, c'est un mensonge patenté que nous sert Netanyahou et son gouvernement, qui, je le rappelle, donc s'appuie sur une droite religieuse messianique, qui, si elle était dans les rues enfin, si on avait des partis comme ça en France, mais la façon dont on traite Marine Le Pen, ce serait Bambi, hein, parce que je rappelle qu'il y a des partis religieux extrémistes en Israël, hein, et je vous invite, j'ai partagé ça sur Veille Stratégique le week-end dernier, à écouter ce que dit Charles Anderlin sur la responsabilité de ces gens-là, qui est écrasante dans ce qui vient de se passer. Et qui est écrasante dans la façon dont effectivement ces gens-là, vider Gaza de ses habitants, ce serait pas une mauvaise idée. Et qu'est-ce qui appuie cette démonstration? C'est ce qui se passe en Cisjordanie et sur lequel, là, au niveau des médias en général, on n'a quasiment pas d'informations. On sait qu'en Cisjordanie, depuis le début de l'année, il y a de gros problèmes de sécurité qui sont liés à l'implantation des colons de manière illégale en termes de droit international sur le territoire de la Cisjordanie, qui est officiellement sous contrôle de l'autorité palestinienne. Et on se rend et donc a engagé des violences entre les deux communautés, qui a engagé Tsahal à une forte présence pour éviter que ça dégénère, au détriment de la surveillance de la bande de Gaza, nous dit-on. Mais surtout, on assiste à quoi depuis le 7 octobre? On assiste à des ratonnades là-bas. C'est-à-dire qu'on a des civils palestiniens qui sont tués, ratonnés par des colons. Et que ces colons, quand on les interviewe, qu'est-ce qu'ils disent? De toute façon, on va vider la Cisjordanie des Palestiniens comme on a vidé, comme on va vider Gaza des Palestiniens. Donc là, la guerre, le moyen d'employer les combats favorablement à la guerre, c'est quoi l'objectif de guerre de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement? C'est ça qui doit nous interroger. C'est pas la façon dont ensuite les militaires sur le terrain sont amenés à mener les combats dans les circonstances que j'ai rappelées au niveau de la guerre urbaine, où si vous n'avez pas mis tous les civils dehors, vous allez en tuer massivement, surtout là avec une zone géographique aussi resserrée, avec une densité aussi importante de population. C'est très compliqué. Ce qui est très grave, c'est derrière, quand on entend des Israéliens qui sont interviewés, on leur tend le micro et qui disent « Mais oui, mais vous pouvez tous les tuer, on s'en fiche ». Ah bon? C'est pas l'esprit que rappelait Leibovitz avant de mourir sur ce qu'était le rêve de la création de l'État d'Israël. C'est pas le rêve de Ben Gurion. C'est pas la main tendue d'Yitzhak Rabin, tout ça. On est en train de franchir des caps qui sont, eux, très inquiétants. Alors, qui peuvent se manifester effectivement dans la façon dont on fait la guerre. Mais je pense que d'abord, il y a un gros problème moral là. Parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, c'est autre chose. Je rappelle en plus que là, ce qui interroge le tacticien, c'est que en aplatissant la bande de Gaza au niveau des infrastructures, Tsahal commet l'erreur cardinale que tout analyste, comme je l'ai pu le dire dans le hors-série, crierait au scandale. Il faut surtout pas détruire les infrastructures, parce que plus vous aplatissez le bâti, plus vous créez des ruines dans lesquelles l'adversaire que vous allez affronter ensuite en homme à homme dans le combat d'infanterie, plus ça va être compliqué. Et j'ai du mal à croire que les officiers supérieurs et généraux de Tsahal ne soient pas au courant, alors qu'ils ont mené des guerres en milieu urbain, des batailles importantes, à Beyrouth, dans les années 80. Ils savent très bien que... Et puis, ils ont une connaissance de l'histoire militaire qui est très importante. Donc, s'il y a autant de destruction, c'est employer favorablement les combats à la guerre, et donc au but de guerre. Donc, pour moi, aujourd'hui, l'aplatissement tel qu'il a lieu de Gaza City, c'est pas simplement... Il y a cet aspect qui n'est pas négligeable et que j'ai tenu à rappeler, de sauvegarder tout simplement la vie des soldats israéliens au détriment de tout. Ce que tout le monde peut comprendre, parce que ce sont, je le rappelle, des conscrits. Nous, Européens, la conscription, c'est fini depuis longtemps, et la guerre de conscription pour nous, les Français, la dernière, c'est en Algérie. Et on a bien vu que les appelés, déjà, à l'époque, rechignaient à aller servir là-bas.
Alors imaginez les soldats israéliens. Ils n'ont pas tous envie d'y aller à Gaza. Oui, les rangs sont resserrés parce qu'ils ont été tous témoins de l'ignominie de l'attaque du 7 octobre. Mais ils sont pas tous là, la fleur au fusil, en se disant oh là là, je suis content, je vais à la guerre dans Gaza City. Non. Hein, donc quand on leur dit qu'il y a une bombe qui va frapper l'objectif qui est face à eux, plutôt que eux d'aller dans l'objectif avec leur fusil, une grenade, leur baïonnette ou ce genre de choses, bah dans ce choix, ils préfèrent que ce soit une bombe qui frappe d'abord l'objectif. Même si militairement, j'insiste, c'est pas la meilleure solution. Parce que vous allez peut-être écraser 3-4 défenseurs, et puis dans les ruines du bâtiment, il y en a 4-5 autres qui vont ressurgir en plus avec les tunnels, et ça va être encore plus compliqué. Donc je m'interroge sur le fait que ce bombardement indiscriminé de Gaza City, c'est pas simplement pour sauvegarder la vie des soldats israéliens. Ça, c'est le paravent. La réalité, c'est que ça semble correspondre à une vision complètement folle de la politique de Netanyahou et de ses alliés de conquérir Gaza en chassant la population pour qu'elle n'ait... de toute façon, là on lui a dit de partir pour éviter les bombardements. Une partie d'entre elles n'a pas pu quitter les lieux pour diverses raisons. Prise en otage et bouclier humain, sympathie pour le Hamas, il ne faut pas non plus le balayer comme ça du revers de la main. Et derrière, les autres, eux, sont partis. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors ceux qui sont partis, leur maison, ils ne les reverront plus puisqu'elles sont aplaties. Et ceux qui sont restés sont soit morts, soit blessés. Mais de toute façon, leurs maisons sont aplaties aussi. Donc quel est l'objectif final du gouvernement israélien? Quel est l'objectif final de cette guerre? À quoi servent les combats? Selon moi, par rapport donc aux affirmations de Netanyahou, aux gens qui le soutiennent et aux affirmations qu'ils peuvent faire dans les médias, aujourd'hui, le but, c'est de mettre les Gazaouis dehors, d'occuper un terrain qui sera tabula rasa et sur lequel les Israéliens reconstruiront quelque chose pour eux. Parce que ça correspond à la vision des messianiques religieux qui soutiennent Benjamin Netanyahou. Et je vous affirme que j'ai des grandes craintes sur le fait que ces gens-là le poussent aujourd'hui à faire la même chose en Cisjordanie. Voilà. Et que tous les incidents qui ont lieu dans la zone, sous le contrôle de l'autorité palestinienne et au niveau des colonies, tous les accrochages, donc les ratonnades, etc., tout ça, les humiliations contre les travailleurs palestiniens, etc., qui sont largement documentées, je pense que tout ça vise à créer une nouvelle explosion là-bas qui justifierait de faire la même chose qu'à Gaza. Je le crains. Je le crains. Voilà. Je crains qu'on soit malheureusement dans cette perspective. Voilà. Donc je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça et vous dire, voilà, prenez du recul par rapport à cette vision sur la guerre urbaine, prenez du recul par rapport à cette problématique politique au sein du gouvernement israélien, avant de juger les choses avec voilà, un coup près, comme on aimerait vous le faire à la télévision, hein, parce que ça c'est le but de la télé, c'est que blanc, noir, eh bien non, c'est du gris très sale, très foncé, mais c'est du gris. Voilà. Donc il faut qu'à un moment donné, on décorrèle les choses, hein, qu'on les mette bien en place et puis qu'on essaye de voir ensuite comment elles s'assemblent, mais pas qu'on les laisse être assemblées sous nos yeux par des gens comme ceux qu'on voit à la télé et qui nous ont servi pendant la guerre en Ukraine, tout le contraire de ce qu'ils disent sur Gaza aujourd'hui. Parce que ça, je crois que là, c'est ce qui est le plus drôle. C'est triste, c'est tristement drôle, mais moi en tout cas, par rapport à ce qui m'est arrivé avec la guerre en Ukraine et ce qu'on a pu me jeter comme tombereau d'injures, etc. Et quand on voit ce retournement de veste aujourd'hui, hein, on a l'impression bien sûr d'être dans le sketch des inconnus. Alors il y a les mauvais chasseurs et les bons chasseurs, il y a les mauvaises bombes et les mauvais tirs d'artillerie russes à Mariupol, ou à Bakhmut, puis demain à Avdivka, et du côté de Tsahal, là, c'est pas pareil. Arrêtons. Le problème, c'est la politique au-dessus, comment elle utilise l'outil militaire, et donc, je rappelle, hein, d'employer les combats favorablement à la guerre qui est définie par le politique. Point. Donc là, ce qui me pose problème par rapport à Gaza, c'est quel est le but recherché, le but politique recherché par Netanyahou et ses alliés.
Et donc, connaissant les bonhommes, entre guillemets, permettez-moi cette expression, et voyant donc cette dernière affirmation il y a quelques jours de Netanyahou sur ce sujet de rester à Gaza après les combats, je commence à avoir de sérieux doutes sur le fait que l'objectif, ce soit juste de détruire le Hamas. Ce qu'on peut regretter par rapport à ce qu'a fait Israël autrefois, ça a été l'objet du film de Spielberg sur la traque des terroristes palestiniens qui avaient attaqué les athlètes israéliens pendant les JO de Munich en 72. Autrefois, Tsahal, le Mossad, se donnait les moyens d'aller tuer les responsables, où qu'ils soient sur Terre. C'est ce que, alors à l'époque, bien sûr, ceux qui ont fait le coup à Munich n'étaient pas des milliers, mais néanmoins, pendant des années, jusqu'en 82 au Liban, on va dire, Tsahal a eu cette politique d'abord d'aller envoyer des messages directs aux gens qui étaient responsables, plutôt que de frapper de manière indiscriminée ces gens-là dans une population civile dans laquelle ils se cachaient. À partir de 82 au Liban, on a commencé à voir cette politique s'infléchir. La technologie n'a pas aidé, puisqu'avec les missiles, les drones, etc., on s'est dit, bah oui, on peut aller les taper. Alors ok, on évitera les pertes civiles, mais si on n'a pas le choix, ce gars-là, c'est le cerveau de tel ou tel attentat, il faut le réduire à néant, on peut le comprendre. Personne va dire, nous, les gars qu'on fait Charlie Hebdo, qu'on fait le 13 novembre, etc., appuyer sur un bouton pour qu'ils disparaissent sur un écran de drone, qui aurait dit qu'on n'était pas d'accord? Voilà, ça peut poser des problèmes de droit par rapport à la peine de mort, etc. Mais là, c'est la guerre. C'est pas des criminels de droit commun, ces gens-là. Faut pas l'oublier. Donc, il y a eu cette dérive, ce glissement. Mais voilà, aujourd'hui, ce qui inquiète, c'est quel est le but recherché par Benjamin Netanyahou dans l'emploi qui est fait de Tsahal à Gaza. Est-ce que c'est la destruction du Hamas ou pas? Je pense que malheureusement, on a maintenant plein d'indices qui nous font comprendre que c'est pas simplement ça, que c'est bien plus compliqué et bien plus grave, parce que là, ce serait l'annexion pure et simple d'un territoire qui, en termes de droit international, Israël n'a aucune autorité dessus. Aucune. Donc attention, surveillons bien cet élément-là. Voilà. Donc d'ici, alors la semaine prochaine, on abordera d'autres sujets, sauf si celui-là nous occupe encore au niveau de la guerre urbaine. Je vous invite à aller sur Veille Stratégique. Il y a eu plein de partages de vidéos des combats en zone urbaine qui vous montrent bien les difficultés que rencontre l'armée israélienne par rapport aux équipes du Hamas qui peuvent sortir de n'importe où sous terre pour tirer des RPG sur les véhicules de transport de troupes et sur les chars. C'est largement documenté. On s'interroge, on voit que les Palestiniens sont peu dotés, semble-t-il, en drones et en artillerie, parce que ça, des fois, la fâcheuse tendance à rassembler des unités entières en Russie, enfin en Ukraine, s'ils faisaient ça, il y aurait une nuée de drones qui tomberait sur les véhicules en quelques minutes. Donc là, il semblerait que les Israéliens ne craignent pas ça. Voilà, alors probablement parce qu'en milieu urbain, si vous voulez contrôler un drone, vous avez intérêt à être dans les hauts plutôt que sous terre. C'est plus compliqué si vous êtes sous terre pour que les ondes passent, surtout si vous êtes à des dizaines de mètres sous terre. Et être dans les hauts, c'est vous exposer à être repéré par les drones israéliens et donc à vous faire taper. C'est comme ça que moi j'analyse non pas le fait que le Hamas n'avait pas de drone, mais qu'il ne peut pas les utiliser dans ce combat-là. Voilà. Et ce qui fait que Tsahal a tendance à pouvoir se former, on a vu certaines images en carré, avec des véhicules qui sont très proches les uns des autres. En Ukraine, on sait qu'aujourd'hui, si vous faites ça, c'est fini pour vous. Donc voilà. Allez sur Veille Stratégique aussi, je mettrai le lien pour écouter Charles Anderlin. Charles Anderlin, c'est l'ancien correspondant de France Télévisions, de France 2 en Israël-Palestine. C'est la voix la plus intelligente pour parler de tout ça et la voix la plus cultivée aussi, pour vous donner une vision la plus globale, la plus politique
de ce qui se joue au sein d'Israël, mais aussi avec le Hamas et avec les autres protagonistes, le Hezbollah, etc. Hein. N'oubliez pas ça, c'est vraiment très très important. Je mettrai le lien pour que vous puissiez vous rendre compte des enjeux tels que Charles Anderlin nous les rappelle. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que soit on parlera encore un peu de ça, mais on reviendra probablement sur l'actualité historique. Je ne sais pas encore sous quel angle en particulier, mais vous inquiétez pas, je trouverai d'ici là. Et puis je vous souhaite donc un très bon week-end du 11 novembre. Le 11 novembre, c'est pas un jour férié comme les autres. C'est un jour férié, comme je le disais quand j'étais à l'éducation nationale, à 1 400 000 morts, les nôtres, les miens, les vôtres. Donc demain, je sais que depuis des années, les supermarchés sont ouverts comme si c'était un jour de semaine, alors là en plus c'est samedi, etc. Essayez d'avoir un comportement, si vous vous intéressez à l'histoire militaire, un comportement civique qui soit à la hauteur du sacrifice de vos aïeux. Hein, donc vous allez au monument aux morts de votre village, de votre ville, et vous y allez pas parce qu'il y a tel ou tel. Enfin, vous y allez ou vous n'y allez pas par rapport aux hommes politiques qui peuvent s'y présenter pour y tenir leur discours. Non, vous y allez parce que sur le nom, enfin sur le monument aux morts, il y a les noms de nos anciens qui sont morts, et peut-être que comme pour moi, il y a les noms des vôtres. Si vous avez la chance d'habiter sur des territoires qu'occupait déjà votre famille il y a un siècle, hein, pensez à ça. Hein, moi, j'ai eu pendant un temps la tentation de me dire ah ben j'ai pas envie d'entendre le discours du maire ou ce genre de choses. Je me forçais la main parce que sur le monument aux morts, il y avait trois noms qui résonnaient très fort pour moi, dont celui de mon arrière-grand-père. Donc voilà, demain c'est l'hommage aux poilus morts pour la France entre 1914 et 1918. C'est pas autre chose. C'est un jour, voilà, vous pouvez aller chercher une baguette de pain, mais aller au supermarché et faire vos courses comme si de rien n'était. Si vous vous intéressez un minimum à l'histoire de ce pays et que vous aimez ce pays, je pense que là, c'est pas le genre de choses à faire. Hein. Demain, le monument aux morts, un repas en famille, et puis voilà, c'est ça le 11 novembre. C'est comme ça que je l'ai vécu depuis que je suis enfant, et c'est comme ça que je le fais vivre à mes enfants. Hein. Et je vous invite à faire pareil pour vous dans vos familles. Demain, vous oubliez pas, pareil, si vous pouvez, bah, vous achetez les petites cocardes bleues au monument aux morts, hein, parce que c'est encore une fois pour le souvenir français, tout ça, hein, c'est la mairie qui organise et qui récupère avec le souvenir français pour l'entretien des tombes comme au moment de la Toussaint. Donc voilà, c'est pas un jour comme les autres, c'est un jour férié unique dans notre histoire collective qui mérite autre chose que de pousser un caddie dans les allées d'un supermarché. Voilà. Donc respect à nos morts, on leur doit bien ça par rapport à ce qu'ils ont sacrifié pour que vive la France.